Ravi de vous accueillir à la conférence santé. Je m'appelle Nicolas Bétou, je dirige le groupe B-Média, c'est-à-dire à la fois l'opinion et la GFI. Et on est ravis d'accueillir ce matin le ministre et puis tous les intervenants qui vont dérouler cette matinée. On est réunis ici jusqu'à 10h30 environ, enfin sauf ceux qui voudront prolonger, puisqu'il y aura une possibilité de networking, pardon, je mélange les mots anglais-français. D'ici là, un keynote et puis des regards croisés, une table ronde. Bref, beaucoup de contenu. Si vous souhaitez accéder au Wi-Fi, c'est guest FNTP sans code. Et puis pour les réseaux sociaux, vous pouvez faire référence à #confsanté@l'opinion. Voilà, donc tout est dit. On peut y aller. Frédéric Valtou, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Vous êtes un battant. Vous êtes battu pour sortir de cette profession épouvantable qu'est la profession de journaliste. On a même travaillé ensemble. Vous êtes battu contre vos adversaires, y compris de votre propre camp, pour devenir maire et puis ensuite député. Vous êtes battu aussi contre la maladie et vous connaissez non pas l'envers du décor, mais le décor lui-même et de l'intérieur. Et vous l'avez testé, j'allais dire, en donnant de vous-même. Et puis, vous vous êtes battu pour être ministre d'un secteur qui est quand même fastoche, quoi, la santé. Et on va voir à quel point c'est facile. Notre thème, c'est quel défi à l'horizon 2030 ? Vous avez été nommé le 8 février dernier. Et donc, on arrive à 50 jours à la tête de ce ministère. Quel est le premier défi auquel vous avez pensé lorsque vous avez poussé la porte de votre bureau ? 50 jours déjà. Bon, d'abord, merci de cette invitation. Ravi de pouvoir avoir un moment de dialogue avec vous et d'essayer de partager quelques convictions, mais peut-être aussi d'entendre si certains veulent exprimer des choses sur ce sujet, puisqu'on se nourrit toujours aussi des idées des autres. Alors, les batailles, c'est le propre de la vie politique et des combats de conviction. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est sans doute comment arriver à redonner des signaux de confiance dans un secteur qui a vu passer beaucoup de ministres. C'est les aléas de la vie. Et d'ailleurs, la première interview que j'ai faite, la première question, c'était « Vous êtes donc le 7e ministre de la Santé. Et donc, en gros, combien de temps vous pensez rester à ce poste ?» Ça met en forme. Hein. Voilà, ça met en forme. Mais au-delà de ça, comment on peut effectivement essayer de redonner confiance, redonner du sens, puisque finalement, j'avais perçu dans mes précédentes fonctions de président de la Fédération hospitalière de France, et notamment en allant dans beaucoup d'établissements hospitaliers, pendant le Covid et surtout après le Covid, que le vrai cœur de la crise de ce système de santé, puis en discutant aussi beaucoup avec des médecins libéraux, soit chez moi, soit ailleurs, le cœur de la crise, c'était vraiment une crise de sens. Et une crise finalement, dans un système qui un peu prend l'autre pas de toutes parts, mais en tout cas à beaucoup d'endroits, avec des problèmes démographiques, des problèmes d'organisation, des problèmes budgétaires, enfin, des problèmes statutaires, juridiques, etc. Comment on redonne finalement le sens de l'engagement, du rôle et de la place de chacun. Vaste mission, mais c'est vrai que c'est des questions plutôt vertigineuses comme celle-là qui m'ont assailli quand j'ai poussé la porte du bureau. Bon, il vous reste un peu de temps pour donner la réponse. On va essayer de vous aider à la trouver et on va essayer de la trouver ensemble. Le contexte est compliqué. Vous avez cité le mot budgétaire et évidemment, il nous vient très vite à l'esprit lorsque on regarde l'actualité et que on doit parler santé. Comment est-ce que la santé doit prendre sa part à la maîtrise des dépenses ? Alors d'abord, la santé doit prendre sa part parce que tous les secteurs de l'action publique doivent y participer. Et finalement, dans un volume des dépenses de santé qui est quand même de presque 260 milliards, qui pour cette année, pour la première fois, dépasse les 250 milliards d'euros que la nation consacre à ses dépenses de santé. C'est-à-dire, pour nous donner une échelle, c'est 50-60 milliards de plus qu'au début du premier quinquennat Macron. C'est 60 milliards d'euros de plus qu'en 2017. Ouais. Alors donc la santé a quasiment 10 milliards de plus par an. Hein, quasiment 10 milliards de plus par an. Alors il y a un effet, bien sûr, il y a un effet Covid qui a fait que des dépenses ont été, on va dire, boostées par le Covid, mais aussi par ce que le Covid a révélé du système de santé. Rappelez-vous le coup de projecteur qui avait été mis notamment sur l'hôpital dès le printemps 2020 et l'accompagnement souhaité par le président de la République de ce Ségur de la santé qui avait, à travers 10 milliards d'euros mis pour les rémunérations, signifié un effort sans précédent financier dans l'accompagnement des carrières, des rémunérations des soignants. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, la nation quand même
consacre aujourd'hui 260 milliards, 255 milliards. C'était 191 milliards en 2017, presque un peu plus de 60 milliards de plus. Donc effectivement, dans ce volume-là, et on le sait aussi, il y a sans doute à gagner en efficience, en pertinence. C'est-à-dire, c'est aussi une idée que j'essaie de faire partager, que c'est pas un puits sans fond, la santé, dans lequel il faut presque mécaniquement ajouter des milliards après des milliards, année après année. C'est pas un puits sans fond. C'est pas un puits sans fond, dans le sens où... quand on regarde rapidement, et pardon des idées reçues, mais vieillissement de la population, augmentation permanente de la technologie et donc du coût des soins égale puits sans fond. Non, pas puits sans fond, mais il faut sans doute continuer l'effort d'accompagnement de ces mutations ou de ces évolutions que vous évoquez, mais il faut aussi travailler à mieux dépenser et à veiller à ce que dans cette masse très importante, chaque euro dépensé soit un euro utile à la santé des Français. Alors dans des organisations complexes qui amènent des acteurs qui ont des statuts juridiques et des modes de financement très différents à intervenir, c'est vrai que les frottements, les dépenses inutiles, les dépenses de confort, enfin un certain nombre de choses existent. Il faut simplement essayer effectivement aujourd'hui et de travailler à ce que, je le redis, les dépenses soient comment dire, pertinentes et donc mieux adaptées. C'est un travail fin, mais qui doit nous amener à nous interroger sur un certain nombre de dispositifs qui existent et qui peuvent peut-être aujourd'hui être regardés de près. Ça ne veut pas dire les regarder pour dénaturer ou diminuer l'accompagnement, mais ça veut dire juste pour voir si elles sont toujours, je le redis, pertinentes dans l'utilité qu'elles apportent. Vous n'êtes pas venu en taxi? Je ne suis pas venu en taxi, non. Je crois qu'ils ne vous aiment pas trop en ce moment. Hein. Le sujet des transports, c'est un sujet qui doit être regardé. C'est 6 milliards d'euros. C'est donc une somme énorme. C'est utile et nécessaire. C'est aussi une somme qu'il faut regarder. Voilà. Une dérive, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une somme qu'il faut regarder. Dans l'organisation de la santé, et vous la connaissez encore une fois très bien puisque vous avez dirigé la Fédération des hôpitaux, on voit que par rapport à des modèles qui existent et qui sont assez efficients ou pas plus inefficients que ceux de la France, on voit que ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire l'administration des hôpitaux, est incroyablement inflatée par rapport à la première ligne, toutes les équipes de soins. Comment est-ce qu'on corrige ça ? Eh ben, on corrige en essayant de promouvoir des fonctionnements, enfin d'aller vers plus de simplification, d'aller repérer effectivement certaines hérésies. Il faut être honnête et lucide. Hein. C'est vrai que notre système de santé s'est accompagné ces dernières années d'une montée de la bureaucratisation. Regardez une chose, hein, la création des agences régionales de santé il y a une petite quinzaine d'années, n'a pas fait diminuer par exemple les effectifs du ministère de la Santé lui-même. C'est-à-dire qu'on a un ministère qui, à rebours de l'évolution de plein d'autres ministères, a plutôt été épargné, et même complètement passé à côté de tout ce qu'on a pu appeler à d'autres époques la réforme de l'État, où certaines structures d'administration se sont posé la question de leur bon fonctionnement, de leur méthode, du rapport au numérique, du rapport aux citoyens et aux professionnels qu'ils servent. Donc sincèrement, le ministère de la Santé a plutôt été épargné par ces réflexions. Et donc, la machine a tranquillement grossi dans son coin et que la création des ARS, par exemple, a ajouté des strates plus que ça n'a réellement soit simplifié, soit incarné ce qu'on appelle la déconcentration, c'est-à-dire le rapprochement de la décision du terrain. Donc, il y a des process, on va dire, de gestion interne qu'il faut revoir. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a un régime d'autorisation, c'est-à-dire les opérateurs, qu'ils soient publics, privés, de quelque statut que ce soit, fonctionnent lorsqu'ils pratiquent des actes sur des régimes d'autorisation qui sont renouvelés tous les 5 ans. C'est des dossiers, une paperasserie énorme pour renouveler l'autorisation à faire de la chirurgie cardiaque de telle clinique ou de tel hôpital, qui le fait depuis des dizaines d'années, dont on connaît, parce que malgré tout, on suit l'activité, on connaît la pratique et la performance, et malgré tout, on refait de la paperasserie qui ne va pas donner grand-chose, si ce n'est de dire à l'arrivée, on va reconduire pour 5 ans, et donc dans 5 ans, pour le nouveau dossier à remplir. C'est des choses toutes simples, mais je peux vous dire que des fonctionnaires de l'ARS, des fonctionnaires des hôpitaux ou des établissements de santé en général, savent à quel point ça peut prendre des semaines de paperasserie pour un truc qui, vraiment, sur une déclaration
déclaration sur l'honneur, qui pourrait être beaucoup mieux gérée. C'est un tout petit exemple, mais des exemples comme ça, quand vous en listez des dizaines et des dizaines, on voit bien effectivement les dérives bureaucratiques. Évidemment, je ne parle pas du rapport de l'assurance maladie avec les médecins libéraux qui aussi vivent très mal un certain nombre de rapports compliqués, alors qui sont nécessaires. Le contrôle est toujours nécessaire. Tout ça, c'est de l'argent public, en tout cas c'est de l'argent de la solidarité nationale. Donc son usage, il en faut une vraie vigilance. Mais néanmoins, on peut simplifier les choses aujourd'hui et passer finalement à un rapport de confiance. C'est un peu ce qu'avaient fait François Mitterrand et Gaston Defferre avec la décentralisation, où avant, après la décentralisation, c'était juste d'inverser la confiance. On fait confiance et on contrôle a posteriori. Peut-être que dans la santé, il faut, 40 ans après la décentralisation, faire la même chose, faire un peu de la confiance d'abord, et puis le contrôle nécessaire, parce que je le redis, c'est l'argent public, le faire a posteriori. Dans une entreprise, entre guillemets, normale, on dirait on fait un plan de réduction des effectifs. Dans les administrations, par exemple. Oui, alors dans les hôpitaux. Alors, je pointe pas je pointe pas les hôpitaux. Je pointe l'accompagnement dans la politique de l'État et la manière dont effectivement sont accompagnés les acteurs. Mais enfin, dans les hôpitaux, je ne suis pas sûr qu'il y a toujours ici ou là, comme dans toute organisation, qu'elle soit d'ailleurs administrative, publique ou privée. C'est quoi, c'est 20% des effectifs qui sont... Or, certains disent 15, d'autres disent 20, ça dépend des études. Vous dites combien ? Je dis entre 15 et 20. On voit le centriste quand même. Hein. Non, mais il y a toujours à réfléchir sur l'efficience des organisations. Si on parle d'efficience de la dépense, il faut aussi réfléchir à l'efficience des organisations. Mais je ne pense pas que ce soit là qu'on trouve les gros bataillons d'agents publics qui dorment dans leur coin. C'était pas le sens de ma question quand même. Je sais bien que vous m'accusez de caricature, mais en creux, mais bon. Vous avez prononcé le mot de médecine libérale. J'ai un certain nombre d'amis médecins qui me disent Valtou, quand même, c'est pas l'ami de la médecine libérale. Oui, c'est l'image que certains m'ont fait et que... Tu vas changer d'amis ? Non. Peut-être il faut leur dire de ne pas toujours écouter ceux qui professent et véhiculent ce type de message. Je dis des choses à la médecine libérale qui ne plaisent pas à tous les médecins libéraux. Et je dis des choses à la médecine libérale qui ne plaisent pas toujours à tous les syndicats de médecins libéraux. Je leur rappelle que c'est un système qui est quand même financé par la solidarité nationale. Et que l'activité est libérale juridiquement, mais leurs patients sont quand même, sont quand même solvabilisés, leur activité est solvabilisée par la solidarité nationale. Donc, il faut tempérer l'approche tout libérale. Un avocat qui n'a pas de clients ne nourrit pas sa famille. Un médecin, pardon, j'ai encore à faire des amis, mais on est dans un contexte économique qui doit aussi prendre en compte ce que la nation peut attendre aussi de son système de santé. Et donc, c'est-à-dire il y a des efforts. Des efforts. C'est pas des efforts, c'est prendre en compte. Pardon, mais comme le Premier ministre, le ministre des Finances le disent, il faut que l'effort soit partagé par tous, y compris par les médecins. C'est le sens de la convention qui est en discussion aujourd'hui, où on parle d'engagement réciproque. Si la nation est prête à faire un effort pour augmenter à 30 €, c'est quand même plus de 20% le tarif de la consultation secteur 1, mais derrière la consultation en secteur 1, il y a des forfaits, il y a tout un tas de consultations pour des personnes qui ont des pathologies lourdes, qui sont à 60 €, etc. Donc ce n'est pas juste le tarif d'une consultation au secteur 1, c'est une batterie d'accompagnement financier. Si tout augmente à cette proportion-là, il est logique et normal que la nation attende aussi de son corps médical des contreparties s'agissant de la prise en charge de ceux qui n'ont plus de médecin traitant, s'agissant des problématiques de permanence des soins dont les médecins assuraient l'entièreté jusqu'à encore une vingtaine d'années. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça ? Je pense qu'il s'est passé au fil du temps fatigue. Non, une fatigue parce qu'ils sont de moins en moins nombreux sur le terrain et que effectivement ceux qui aujourd'hui sont médecins généralistes, par exemple, pour ne parler que d'eux, sur le terrain, sont effectivement une minorité et portent à bout de bras un système sur lequel il y a énormément de tensions. Mais au-delà de ça, il s'est passé qu'avec le temps, ils se sont dégagés d'un certain nombre de contraintes, on va dire, de portage, de participation, ne serait-ce que les gardes, et qu'à partir de là, essayer de les faire revenir à ce sujet compliqué. Alors aujourd'hui, 40% des médecins généralistes participent aux gardes, donc on ne peut pas dire ils en sont totalement éloignés et ce sujet leur est totalement différent. Non, parce qu'il y en a 40% qui participent.
participent. que la majorité Mais ne le fait pas. même eux qui participent, Ouais. moi, on parle beaucoup avec certains médecins, ils disent oui, mais les 60% autres, on aimerait bien qu'ils participent un petit peu plus, parce que d'abord, ça nous soulagerait, ça soulagerait l'hôpital, et ça permettrait, je veux dire, qu'on soit globalement plus sur le sujet. Donc c'est ça qu'on la discussion, elle est là, et les points de tension, elles sont là. Voilà, en rappelant des choses de bon sens, certains disent voilà, c'est un ennemi de la médecine libérale. Non, je ne suis pas un ennemi de la médecine libérale, et heureusement que les médecins libéraux sont là, parce que 1 million de consultations par jour, évidemment, c'est loin de ce que fait l'hôpital, et c'est eux qui principalement soignent les Français. C'est la clé. Dans l'univers de la médecine, on voit un certain nombre de phénomènes qu'on pourrait rassembler sous un vocable, la financiarisation, des réseaux de pharmacies, des regroupements de médecins. Quand on doit attaquer la dépense et être sensible au budget, rassembler les compétences, rassembler les points de convergence des médicaments, etc., c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? C'est une chose qui potentiellement peut être dangereuse, et donc il faut regarder. Elle peut être dangereuse parce qu'il ne faut pas qu'elle amène une partie de l'offre médicale à se concentrer sur ce qui financièrement est le plus intéressant au détriment du reste. D'abord, Vous dites qu'il y a une financiarisation de la médecine? il y a une financiarisation de certaines activités dans la médecine, les laboratoires de biologie, la radiologie est attaquée assez sérieusement. Pardon, mais le modèle des cliniques qu'on a connu pendant des dizaines d'années, d'une équipe de médecins qui créent leur propre clinique, parfois qu'ils le passent à leurs enfants ou qu'ils le passent à d'autres, et qui finalement, c'est un modèle qui est totalement aujourd'hui marginal, et qu'effectivement les groupes qui ont pris la main dans le secteur et font très bien leur boulot, mais sont des groupes qui sont d'abord des groupes financiers. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que moi je l'ai vécu comme maire dans ma propre ville. Fontainebleau? Le jour où la clinique ne répond plus aux attentes financières, eh ben, on ferme la clinique, on ferme l'activité. Moi j'ai vu fermer en 2 ans une maternité. Et je l'ai appris comment? Pas parce que la personne m'a passé un coup de fil pour dire il y a des tensions financières dans ma clinique et on songe à fermer, parce qu'il y a des femmes qui avaient reçu un courrier de la clinique en disant voilà, vous avez commencé à être suivi pour votre grossesse par la clinique de la Forêt à Fontainebleau. La clinique ferme au 1er juillet, donc voilà le numéro de téléphone de l'hôpital de Fontainebleau, de Montargis, de Nemours, enfin Nemours, il n'y a pas de maternité, de Montereau, et voyez avec eux où est-ce que vous pouvez suivre votre grossesse. Donc c'est vrai que c'est un peu radical, mais je peux comprendre que la situation financière, les cliniques ne sont pas des mécènes non plus, ne sont pas des philanthropes, donc l'équation financière, elle est à prendre en compte. Mais quand on met dans la balance l'équation financière et l'intérêt de la population, oui, on n'a pas toujours un bon équilibre des deux plateaux de la balance. Et 2 ans après, cette clinique a fermé ses portes dans les mêmes conditions, et c'est toute l'activité qui a déménagé. Donc vous surveillez ça? Donc on surveille ça. La commission, mais c'est un sujet qui préoccupe tout le monde. La commission des affaires sociales du Sénat, de manière politiquement consensuelle, lance une commission d'enquête sur le sujet de la financiarisation. Et sans doute qu'avec Bercy, on va lancer aussi une mission IGF-IGAS sur le sujet, de manière à voir effectivement quels sont les outils on peut avoir, non pas pour contrecarrer ce phénomène, mais pour veiller à ce qu'il ne vienne pas bousculer, on va dire, un système de soins qui a besoin d'avoir des privés qui, comme aujourd'hui 90%, ou en tout cas de manière très générale, participent pleinement à l'offre de soins, et de manière coordonnée avec l'hôpital. Voilà. Pardon, mais est-ce que dans ces structures, dans ces groupements, est-ce qu'on ne fait pas les économies d'échelle que vous cherchez au niveau national? Ah non, mais je ne dis pas que c'est un modèle qui n'est pas vertueux. Après, le sujet, c'est pas tellement ça. On va le voir pour la permanence des soins. Une loi que j'ai poussée l'année dernière et qui a été adoptée et publiée au JO entre Noël et le jour de l'an, elle rétablit l'obligation pour les cliniques de participer à la permanence des soins. C'est-à-dire que dorénavant, la permanence des soins en établissement, qui est assurée aujourd'hui à 83 ou 5% par l'hôpital, 6% par les cliniques, le reste, c'est les établissements privés à but non lucratif. Dorénavant, il y a une obligation de tous les établissements de santé, ce qu'on n'a pas fait pour la médecine libérale de ville, on va dire, mais ce qu'on a fait pour la médecine, enfin pour les établissements, l'obligation de participer à la permanence des soins. Oui. On va voir comment les uns et les autres s'engagent dans cette voie-là, de manière à ce qu'aux côtés de l'hôpital, lorsque quelqu'un a un accident de la route un samedi soir à 2 h du matin et doit être en urgence opéré, ce soit un coup à l'hôpital
et un coût à la clinique, selon si dans le territoire, bien sûr, il y a un plateau chirurgical adapté. Mais en tout cas, l'hôpital ne sera plus seul, ne devra plus être seul à partir de maintenant pour porter cette permanence des soins. Donc on verra comment les uns et les autres se positionnent vis-à-vis des missions d'intérêt général, je le redis, parce qu'on le sait aussi, on peut se le dire, on a des établissements privés qui parfois se concentrent sur quelques gestes, et c'est toujours plus facile en termes d'organisation et donc d'efficience de la dépense de pouvoir gérer une boutique dans laquelle effectivement vous faites que du programmé sur des gestes qui sont très bien faits, et je le redis, avec beaucoup de... Et c'est très utile au système, mais par rapport à un hôpital qui, lui, je sais pas, pardon, mais prend le tout venant pour faire court. 360 degrés, oui. Et prend toute la pression extérieure. Vous êtes ministre depuis 50 jours et encore pour des centaines de jours, des centaines, des milliers de jours sûrement. Non, mais c'est ce qu'on vous souhaite. Votre premier objectif, c'est quoi? Dire Frédéric Valletoux, il a été le ministre de... Qui a réussi à faire... comment dire, qui a réussi à peut-être à... Je parlais de confiance tout à l'heure, et à décloisonner le système de santé, à faire travailler tout le monde dans les territoires de manière beaucoup plus forte. Alors, ça paraît pas ambitieux à dire comme ça, mais je suis profondément persuadé que voilà, on a soupé des grandes lois qui sont des grandes promesses et qui, derrière, accouchent de pas grand-chose. Aujourd'hui, tous les outils existent pour que dans les territoires, hôpitaux, cliniques, médecins libéraux, paramédicaux, etc., puissent travailler beaucoup plus ensemble à la prise en charge des Français. Et quelque part, que les soins soient organisés de telle manière à Cannes, à Brest, à Aubernais ou je ne sais pas où, on s'en fiche un peu tant que la prise en charge des Français est améliorée. Donc c'est un peu ça l'idée. Moi, j'ai rencontré déjà tous les réseaux d'élus locaux. Je leur ai dit, j'ai besoin de vous. J'ai rencontré les infirmières en leur disant, les organisations syndicales, en leur disant, on va monter aussi en reconnaissance des métiers qui aujourd'hui sont un peu cantonnés à l'ombre des médecins. Je parle des infirmières en pratique avancée. J'ai constaté par exemple avec effarement que, alors que le Parlement avait voté il y a un an la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG chirurgicales, le décret qui avait été pondu par la maison à la tête de laquelle je suis aujourd'hui nommé rendait plus compliqué l'exercice de cet acte par les sages-femmes qu'il ne l'était avant, parce qu'il y avait des verrous qui avaient été mis quasiment à toutes les étapes de la procédure. Donc on l'a réécrit, on le republie dans quelques jours. Il faut aller vers ce qu'on appelle la montée en responsabilité, la reconnaissance du rôle que peuvent avoir certains aux côtés, je le redis, aux côtés bien sûr des médecins, mais le médecin il doit être de plus en plus le chef d'équipe qui coordonne aussi la prise en charge en faisant intervenir différents professionnels. C'est très ambitieux et on vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup, Frédéric merci à vous. Merci.